Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission qui va être mensuelle et qui pourra sortir tous les premiers samedis du mois à midi. En tout cas, si on arrive à être ponctuel, on va essayer de se tenir à ça en tout cas. Exactement. Et autour de laquelle on discutera de plusieurs sujets au fur et à mesure. On aura un sujet qui nous animera pendant toute l'émission et sur lequel on va débattre au fur et à mesure avec des thèmes différents autour de ce sujet-là. Pour cette émission-là, je suis accompagné de personnes de qualité que je ne vais pas tarder à vous présenter, puisque à ma gauche, j'ai Lucas et également Baba, que je présente ensemble, puisqu'ils ne font presque qu'un, exactement, qui sont les animateurs d'un excellent podcast que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Au bord du ring, et qui sont également auteurs pour pas mal de sites américains. The Fight Site. Vous avez écrit pour The Fight Site, les gars? J'ai écrit. Je suis dans les DM de rédaction du Fight Site. J'écris pas trop sur le Fight Site, mais j'écris pour Bloody Elbow. Et pour Bloody Elbow, exactement. Donc toute une série notamment de pronostics toujours finement choisis pour tous les parieurs, écrits sur Bloody Elbow. Je suis sur une mauvaise série. Exactement. Et enfin, en face de moi, Younes qui a écrit toute une série d'articles avec moi sur le site www.overn.fr et avec qui on a lancé ce site et qui sort enfant de l'ombre pour passer enfin devant la caméra. Maintenant qu'on a présenté toute l'équipe, on va présenter un petit peu le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Pour les personnes qui n'étaient pas enfermées dans une grotte depuis le début de l'année, il s'est passé pas mal de choses. Qui n'étaient pas forcément les plus marrantes. On a eu déjà le décès de Kobe, ça déjà nous a mis un bon coup. Et putain, c'était il y a longtemps déjà. Ah, ça fait mal, hein. T'as l'impression que c'était il y a 8 ans. Exactement. Ça fait mal, hein. Et ensuite, on a eu une maladie, une infection qui nous est arrivée, en tout cas on pense que c'est arrivé de Chine, et qui a un petit peu mis un coup à toute l'activité mondiale, quel que soit le secteur d'activité. Et la boxe, comme tous les secteurs, a pris un gros coup sur la tête. Beaucoup de difficultés à organiser des galas et au fur et à mesure, depuis le début du mois de juin, on a épisodiquement et au fur et à mesure quelques galas qui commencent à se remettre en place. Et donc on va faire tout simplement un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis, puisque on a eu du bon, du moins bon, quelques trucs qui étaient vraiment où on s'est posé des questions. Qui a eu l'idée de faire ça? qui a payé quelqu'un pour faire ça? C'était pas forcément l'idée de l'année. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Première partie, tout simplement, on va choisir quelques sujets qu'on a soigneusement choisis pour vous, excusez-moi, et qui vont nous animer, et on va commencer par quelque chose de franco-français, en tout cas au niveau de l'organisation et au niveau des boxeurs qui étaient favoris, puisque pour les adversaires, on n'était pas forcément toujours franco-français. On a eu quelques étrangers qui ont boxé. Je parle du gala organisé par Arnaud Romera au Cirque Borman à Paris, sur lequel, qui était en fait le premier gala de boxe qui était réorganisé après le confinement en France. Arnaud Romera a mis ça en place avec des personnes qui présentaient comme étant les espoirs de la boxe et le futur de la boxe en France. Je pense qu'il le présentait comme ça à juste titre. Et il y a eu derrière ça énormément de critiques sur le niveau de l'adversité. C'était diffusé sur France Télévisions, sur le streaming de France Télévisions. Et il y a eu énormément de critiques après ça sur le niveau de l'adversité et des gens qui ont été très critiques au niveau des boxeurs. Je sais que Baba, tu connais l'un de ces boxeurs-là, Ouais. qui est Liad Tormos, ouais. Exactement, le fils d'Éric Tormos. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu ces combats-là? Qu'est-ce que tu en penses? Liad, c'est un très bon espoir de la boxe française, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense qu'il a un vrai bon avenir. Après, là, que ce soit pour lui ou pour les autres boxeurs, c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir quel était le postulat de base. Si c'était de dire je vais être le premier à faire un gala, tu pouvais pas avoir une opposition de vraie bonne qualité, à moins de faire des oppositions franco-françaises. Où là, tu disais je prends le risque et je mets des mecs en face, mais c'est pareil, tu vas pas prendre Liad qui est un très bon espoir avec un autre très bon espoir de sa caté et les mettre tout de suite face à face dans ces conditions-là. C'est compliqué. Donc les combats en eux-mêmes, clairement, le niveau en face, il n'était pas là. C'était de la reprise, que ce soit sportive et au niveau divertissement pour le public. C'était pas terrible, mais bon. Et
Est-ce que toi, quand t'as eu cette annonce-là, est-ce que tu t'attendais à quelque chose de mieux? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a déçu en soi? Non, pas déçu, parce que j'avais pas d'attente. Ok. Pas déçu, parce que j'avais pas d'attente particulière en me disant enfin c'est le retour de la boxe en France, c'est génial, ça va être top. La conquête. Oups. Non, pas du tout. J'avais pas spécialement d'attente, donc du coup pas déçu. Comme je t'ai dit, j'avais oublié que c'était ce jour-là. Ouais. Quand je vois sur Twitter que ça commence à s'emballer, merci Overend, je commence à regarder un peu, mais la diffusion c'était catastrophique. Pas bravo France Télévisions d'ailleurs, pas du tout. Et du coup, j'ai à peine regardé quoi. J'ai à peine regardé, je faisais autre chose en même temps. Donc non, pas déçu, pas spécialement. Pour moi, c'était pas la vraie reprise de la boxe. C'est pas... Ouais. Lucas, t'as regardé un petit peu? Non, j'ai pas vu parce que je pense que c'est pas quand j'étais en vacances, c'est possible. Donc j'ai pas vu le gala. Mais ça me surprend pas en fait parce que tous les 2 premiers mois du retour de la boxe en confinement, ça a été que des mecs qui reprennent avec des petits 8 ou 10 rounds pour se remettre en jambes. C'est Navarrete, je sais plus qui l'avait boxé, un 35-17. Ouais. Qu'il avait fait une finale en 6 rounds et c'est pas les 2 premiers mois. Moi j'ai pas regardé beaucoup de boxe pendant les débuts du confinement. J'ai recommencé vraiment là parce qu'on m'a demandé d'écrire des articles dessus déjà. Mais surtout avec White Povetkin où t'as vraiment un gros combat avec Cathy Taylor contre Delphine Persoon en co-main event. Mais t'as beaucoup de combats qui étaient des combats de Navarrete où vraiment si tu veux que les mecs boxent dans ces conditions là, tu peux pas leur demander de boxer un vrai championnat du monde. Donc j'avais pas spécialement d'attente avant les 2-3 premiers mois que les mecs aient le temps de faire un vrai camp. Ouais, c'est également ça. Parce qu'autrement, et ils ont raison de pas prendre un championnat du monde. L'UFC ils font ça parce que les conditions pour leurs combattants sont. Ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Ils sont obligés d'accepter. Mais voilà. Mais du coup, tu peux pas demander à un boxeur dans ces conditions-là de dire Lomachenko, tu vas boxer, comment il s'appelle, Teofimo Lopez, après 2 semaines de camp où tu vas être obligé de porter un masque et où tu es obligé de faire la distanciation sociale, c'est pas possible. Ouais, et c'est ça qui était mis en avant également par les entraîneurs sur ce gala-là, c'est que en fait, il y avait je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, ce qui a été mis en avant dans les personnes qui critiquaient ce gala-là, c'était le matchmaking. Et le fait qu'effectivement, il n'y avait pas énormément d'adversité. Mais même au-delà de ça, je veux dire, même si on a un adversaire en face qui est difficile à boxer et qui est compliqué, qui n'est pas forcément là pour remporter et qui est plus dans une démarche de survivre au combat que de vraiment aller chercher la victoire, donc du coup c'est pas forcément agréable à regarder, mais les boxeurs en face n'avaient pas d'entraînement. Ouais. C'est-à-dire que faut le rappeler aussi, c'est que la reprise de la boxe en tant que pratique sportive en France, c'était 2 semaines avant. Donc en fait, les mecs ont pu faire 3 sparring. Ça faisait 3 mois qu'ils s'étaient arrêtés, 3 sparring et tu les envoies au charbon. C'est normal que ce soit compliqué et c'est normal qu'ils aient pas pu briller, que ce soit Liad, Khalil El Adri, Chris Tezabé aussi, il me semble qu'il a boxé. C'est normal qu'ils aient eu du mal à se remettre en jambes. Younes, t'as pu regarder ça toi? Je l'ai pas regardé non plus. La fine équipe que j'ai ramené. Quelle émission j'ai ramené une fine équipe, les gars. Alors on est venu vous dire qu'on regardait pas de boxe en fait. Voilà, exactement. Non, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le niveau de l'adversité, on va pas parler d'une vraie reprise tant qu'il n'y a pas des combats qui sont spécialement alléchants. Yes. Et juste, peut-être pour terminer sur ce sujet-là, ce que je trouve extrêmement dommage avec ce gala-là, c'est que le cadre choisi par Arnaud Romera était vraiment génial. Ouais. Ce cirque-là, Borman, c'est vraiment un cadre magnifique et on a la chance à Paris de pouvoir organiser des galas dans des salles comme ça. Il y avait quelques galas organisés par Malamine Koné, il me semble, qui était au Cirque d'hiver il y a quelques années. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Visuellement, c'est magnifique. Et ce qui est dommage, c'est que la diffusion de France Télévisions n'a pas mis en avant et mis en valeur ce décor-là. Parce que, honnêtement, on avait l'impression que c'était filmé par un téléphone, quoi. Et tu peux pas mettre en avant des boxeurs si toute l'équipe qui tient les caméras ne fait pas son travail. Et c'est vraiment dommage. Alors après, je leur jette pas la pierre. Je sais pas quels moyens ils avaient pour faire ça. Mais pour moi, c'est ça là, ce que je reproche surtout à ce gars-là, c'est ça, c'est que il faut mettre les moyens si tu veux faire quelque chose et le diffuser, il faut mettre les moyens pour le diffuser
et au moins le diffuser avec une image propre, parce que sinon ça dessert aux boxeurs et ça dessert également aux promoteurs pour mettre en avant les boxeurs après. Bah oui, non, et puis même rien que le fait d'avoir une salle quand jette un petit peu et qui peut te mettre de la production, ça peut aider à faire oublier des combats un petit peu, des match-ups un peu. Bien sûr. Pas forcément, ça va pas te faire oublier tout, ça remplace pas des bons combats. Mais toute la qualité de production, ça peut t'aider à faire oublier un petit peu que. Ça fait événementiel quoi. Ça fait partie du truc. La boxe, de toute façon, surtout si tu choisis un cadre comme ça, tu sais que t'es dans le sport, mais que t'es aussi dans le divertissement, dans le spectacle un petit peu. Et je dis pas spectacle, parlons de catch, mais la boxe c'est ça aussi. Donc si tu peux pas, là ça donnait vraiment l'impression que tout a été précipité de A à Z, que ce soit tu regardes qui t'avait sous la main en termes de boxeur, en termes d'adversaire, et puis même en termes de crew pour filmer, pour machin. Ouais, mais ça, c'est enfin, ce que tu m'as dit, parce que moi j'ai pas regardé, mais Non, mais l'impression que sur France Télé tu sois filmé à un portable dans les années 2000, c'est scandaleux, parce que moi j'ai fait des petits galas de kick où je savais même pas que c'était filmé, ouais. Et où tu vas voir le stream après, il y a des commentateurs, et bon, il y a qu'une caméra, exactement, tu vois, mais c'est une caméra fixe, et au moins c'est. Non. Ah, là, c'est des streaming 2004 là. Exactement. C'est ça qui m'a surtout déçu, et je pense que c'est surtout cette impression visuelle là de piètre qualité qui a fait que les gens n'étaient pas contents, parce que c'est pas une vraie reprise de la boxe. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir de la boxe. C'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir de la boxe de ce niveau-là. Les championnats de France amateurs, les sélections d'Île-de-France sont mieux filmés que ça. Ouais. Donc c'est pas normal. Normalement la qualité de diffusion correspond également à la qualité du niveau. Donc si on a de la qualité du niveau, on s'attend juste à avoir une équivalence et une proportionnalité au niveau de ça. Donc on se dit, si l'image est dégueulasse, c'est que les combats sont dégueulasses, quoi. De manière intuitive, c'est ça que... Exactement. Ça te donne un a priori sur le niveau de ce que tu regardes. Et c'est une question d'accessibilité aussi. Si les gens regardent ton stream et que les 5 premières minutes c'est irregardable, ils vont pas rester, quoi. Exactement. J'espère que toutes ces remarques-là ne concerneront pas l'émission et que vous n'aurez pas quitté cette émission-là au bout de 5 minutes. On a essayé de mettre en place de la qualité, les amis, donc restez avec nous. Ah oui, elle fait du matos, c'est plus pro que chez nous. Puisque on va passer au deuxième sujet qui va nous animer, et je pense qu'on va peut-être être un petit peu plus remonté sur ce sujet-là, puisqu'on va parler d'un combat. Je ne sais pas si on peut appeler ça un combat. Un affrontement. Non, il y a plus pas non plus, pas d'affrontement. Bon, à quelque chose, on va dire. Qui était un combat entre Sienesa Estrada et Miranda Atkins. C'était sur l'undercard du retour de Golden Boy, avec notamment le magnifique combat de Virgil Ortiz. On reviendra peut-être dessus un petit peu après. Je reviendrai dessus un petit peu après si vous ne le faites pas. Mais non, il y a que des gens qui pleurent pas de boxe ici. Puisque je suis extrêmement enthousiaste à propos de Virgil Ortiz. Mais en tout cas, sur ce combat de Sienesa Estrada, si vous n'avez pas pu le voir, c'est en fait un combat où on a eu un KO en 13 secondes, quelque chose comme ça. 7 secondes, 8 secondes, même pas. C'est le plus rapide de l'histoire de la boxe. Ah non, mais Voilà. Et elle lui a foncé dessus, elle a mis une série de 2-3 touches, et Atkins s'est effondré directement, le dos contre le tapis directement, les dos contre les cordes. On a beaucoup mis en lumière le matchmaking dans ce combat-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a un truc à dire là-dessus ? Ah bah c'est criminel. Ça va vomir, quoi. C'est à vomir. En 2020, sérieux ? Golden Boy promotion. Ah non, mais tu passes ça à la télé, quoi. Exactement, et c'est ça qui fait peur. Ouais. C'est que de retrouver ça dans un gala un petit peu pas forcément en lumière, avec un matchmaking. Enfin, on les a vus, hein, je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé, il me semble, sur un autre podcast. Le combat de Yardé contre dans une boîte de nuit. Discothèque. Anthony Yardé qui avait boxé un mec avec genre 0 victoire et 35 défaites dans une boîte de nuit en Espagne. C'était un combat officiel, hein. Et c'était un matchmaking mais horrible. Mais c'était pas diffusé, on n'avait pas eu d'image de ça. En fait, on sait pas du tout comment ce combat-là s'est passé, hein. On sait pas. Ça se trouve, il s'est fait voler. Ça se trouve, Anthony Yardé a fait le combat de sa vie et on saura jamais. C'était la guerre, tout. Grave, ça se trouve, c'était un combat de ouf, ça se trouve. Et là, en fait, c'était en antenne nationale sur DAZN, il me semble. Ouais. Qui ont même fait la promotion. Voilà. C'est-à-dire, regardez, ils ont mis les KO en 8 secondes.
de rester avec nous. Ouais, c'est ça, et que tu Incroyable. fasses la promotion de ça. C'est ce qui m'a gêné plus. c'est moche, On n'a pas dit, super moche. on n'a pas décrit non plus clairement l'adversaire, donc elle s'appelle Miranda Atkins. Elle a 43 ans, je crois, et 42 ans. clairement elle s'entraîne en loisir, quoi. Ouais. Encore, Elle n'a jamais pris de coup fort dans sa vie. elle avait jamais pris un. Tu vois, de toute façon, tu la vois faire ses 3 premiers pas, tu vois sa garde, Je comprends tout de suite. et tu sais ce qui va se passer, quoi. Avant même les premiers coups portés, tu vois qu'elle a rien à faire. Ah ouais, tu vois qu'elle a rien à faire là. Tu le sentais, tu vois, mais en rigolant, tu dis ouais bon, elle va se retabasser dans le deuxième, dans le troisième, mais quand tu regardes comment la réaction qu'elle a quand elle prend les coups, tu dis que Ouais. non, Elle est terrorisée, fait ouais. du, comme ils appellent au stage, du boxer size là, Du cardio-boxing, quoi. cardio box ou je sais pas quoi, t'appelles ça, zumba box là, mais c'est pas une boxeuse, et tu peux pas, en étant Golden Boy promotion, tu peux pas faire ça. Et puis elle est championne du monde en plus. C'est l'autre, c'est une championne du pas monde mal. en face. Mmh. Ça, c'est normalement, ça doit être sanctionnable. Ça doit être. Je suis quelqu'un qui s'intéresse pas trop aux ramifications des fédérations, du comment ça fonctionne, du système de sanctions, etc. J'ai été dans un autre sport, j'ai été impliqué longtemps dans un autre sport, ça m'a tellement saoulé que je ne veux plus jamais entendre parler. Mais là, ça doit être sanctionnable. Normalement, t'as la commission athlétique qui voit ça. S'ils n'avaient pas vu ça en amont, en aval, ils disent bon, ok, là tu rappelles Oscar et tout, tu dis qu'est-ce que vous faites, faut m'expliquer. Ça va pas du tout, quoi. Et tu peux pas, comme tu le disais, Younes, DAZN, ils peuvent pas non plus aller sur Twitter, poster un clip du combat en disant vous avez vu, c'est génial, vous mettez les meilleurs combats, ça c'est top du top, restez avec nous. Ouais, et puis arriver après et dire ouais, bon, on l'a pas vérifié, on était concentré Voilà. sur Ortiz, non. Voilà, c'est ça. Non mais c'est honteux parce qu'en plus de ça c'était le premier gala de Golden Boy depuis, enfin c'était leur retour, c'était quelque chose qui était censé marquer un coup et de ne pas avoir préparé ce gala là, c'est honteux. Après la Miranda Atkins elle a quand même 5 combats pro il me semble. Ouais, ça a été 5-0, mais elle a jamais mais t'as battu- 5-0, ouais, mais elle a c'est jamais quoi battu Mais quelqu'un voilà, qui c'est gagne ça. un en peu. fait, c'est je ça comprends pas. l'explication, c'est-à-dire on allait sur sa fiche Boxrec, on a c'est vu ça. 5-0, on se dit c'est bon. Ah, si tu vas sur Ah, sa peut-être fiche faire boxrec, 2-3. tu vois que les adversaires ils ont jamais boxé. Ouais, c'est c'est ça. C'est ça qui est le plus C'est, troublant, quoi. C'est écrit où elle a boxé, non mais on peut. Ils ont même pas passé 15 secondes sur Mais non, le mais même tu la vois 2 secondes au PAO et tu sais que. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème de la boxe féminine, qu'il y a un gap énorme entre les top boxeuses et ces boxeuses-là qui sont un petit peu les faire-valoir, les ouvriers de la boxe. Parce que chez les hommes, un combat comme ça, avec un boxeur qui est quelqu'un pour, entre guillemets, se faire la main, un boxeur qui est là pour parce qu'on l'a appelé, un boxeur de devoir, il a du répondant. Ah, il va Et faire il a la de la boxe. Est-ce que, tout simplement, il n'y a pas un truc où on veut tellement mettre la boxe féminine en avant que à partir du moment où tu boxes un petit peu, on te passe une licence pro et puis on dit vas-y, va au charbon. Il y a pas assez de. Vas-y, Non, vas-y. Ouais, non, vas-y, Lucas. Il y a pas assez de boxeuses. C'est simple aussi ça. Tu vois les palmarès de toute façon avec des. Il y a des filles qui sont à 5 victoires, 3 défaites qui boxent pour des titres mondiaux. Et parce que t'as pas de profondeur. Et ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, hein, c'est parce qu'elles se retrouvent très vite obligées. Si tu gagnes, si t'enchaînes, surtout dans les catégories qui, dès que tu commences à monter au-dessus de 55-60 kilos, où tu vas te retrouver à être obligé de boxer une championne du monde parce que t'as enchaîné 4 victoires et qu'il n'y a plus personne dans ton pays à boxer. C'est tout simplement ça. Ça manque totalement de. Il y a pas assez de. Déjà d'un côté, il n'y a pas assez de boxeuses. Il n'y en a pas assez du tout. Quand tu vois une Clarissa Shields qui est 2 fois championne du monde unifiée en quoi 13 combats. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Tu te dis, c'est bien, c'est cool, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de boxeuses. Et de l'autre côté, tu as le syndrome, pardon, hein, mais tu as le syndrome Ronda Rousey. Elle est venue, elle a tout pété à l'UFC. Oscar, il l'a vu, il avait d'ailleurs mis en couverture de Ring Magazine. Désolé de vous rappeler ce souvenir funeste, Ça fait mal. vous fans de boxe. Mais c'est arrivé, malheureusement. On se posait la question, les Floyd Mayweather, compagnie, enfin bref. Mais tout ça, ça a fait que on veut notre star féminine nous aussi. Donc dans chaque gala, tu mets un combat féminin, peu importe l'écart de niveau. Et comme le dit Lucas, entre le fait de vouloir tout de suite avoir une star et la profondeur des catégories dans chaque division en boxe féminine, il y a trop d'écart. Donc ça va donner des combats. Bon, d'habitude, il y a un écart, certes, mais c'est à peu près correct. Là, ça, on veut la mettre sur la carte parce que voilà, il faut qu'on continue à la faire grandir. Mais si tu n'avais pas d'adversaire, mais pas d'adversaire, quoi. Parce que ça va. Là, ça fait plus de mal à Estrava qu'autre chose, en fait. Hein. Elle y est pour rien. Hein. De toute façon, elle est venue, elle a boxé, quoi. Elle y est pour rien, quelque part. Qui est très forte, qui est une boxeuse en plus Ouais, très pas de agréable à problème. regarder. Voilà, il y a vraiment, pour le coup,
chose à dire. Mais la prochaine fois qu'elle a pas la Mais du qu'elle coup, apparaît et qu'elle c'est- casse voile, voilà quoi. Sur qui vous rejetez la faute là-dessus? Est-ce que c'est Golden Boy qui a mal fait son travail? Est-ce que c'est la commission athlétique qui aurait dû ne pas sanctionner ce combat-là? Il y a deux sujets. Il y en a un qui fait mal son travail et il y en a un qui est qui est shady, je commence avec Suspect. mes vandalismes. qui est suspect. J'ai pas mis de timer pour son Pardon, c'est 5 minutes. Golden Boy, il est suspect. Il sait ce qu'il fait. Il y a un matchmaker chez lui qui sait très bien ce qu'il fait. Qui lui Eric Gomez, il me semble, qui comme lui ça. a bien lu la fiche BoxRec, qui peut-être même l'a vu boxer, ou le manager. Ça doit être un manager qui a contacté Golden Boy en disant moi j'ai ma fille qui est là, si tu veux on y va. Il savait ce qu'il faisait lui. Par contre la commission lui il a pas fait son travail. Pour moi c'est mon avis. Et pour ajouter le fait qu'ils ont dû trouver un remplaçant en moins de 2 semaines avant le combat, Ouais. c'était. Ouais. Il y a personne quoi, il y a personne. Il y a personne. Ouais. Il n'y a pas de boxeuse et en plus il faut 2 semaines de training camp, c'est pas possible. Et on va donc clore ce sujet qui nous a remonté, et on reviendra peut-être un petit peu dessus après, pour passer sur quelque chose d'un petit peu plus marrant, une petite feel-good story, comme disent les Américains. Peut-être le boxeur qui s'en est le mieux sorti du confinement. Quelqu'un qui s'appelle Clay Collard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, Clay Collard, c'est... vous le savez peut-être un petit peu mieux que moi, les amis, c'est quelqu'un qui faisait du MMA avant, il me semble. Ouais, il a fait du MMA, il a fait une petite carrière en milieu de carte à l'UFC, il a dû avoir, je sais pas, 4-5 combats, quelque chose comme ça, où il était en sous-carte à faire des combats un peu rigolos, mais il gagne hyper, quoi. Et bah, c'était c'était un petit peu ce qui se passait aussi dans sa carrière de boxe anglaise, en tout cas pour ses débuts, puisque en fait c'était ce qu'on appelle un gatekeeper, c'est-à-dire quelqu'un qu'on met face à des espoirs, et on sait qu'il va leur poser des problèmes, et on essaie de voir comment ces espoirs-là vont réussir à résoudre ces problèmes-là. Sauf que ce qui a commencé à poser un petit peu de problème justement, c'est que il a commencé à tous les battre. Et on a commencé à se dire, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop fort ce mec-là, et depuis le retour du confinement, il me semble qu'il est à 3-0. 4-0. 4-0. 5 5. maintenant, je crois. Ah, 5, 5 fois, ouais, il a reboxé là. C'était à 4. Je l'ai regardé, j'ai vu boxer le week-end dernier. Mika au deuxième, encore un prospect. Alors, en tout cas, il me semble qu'il prend déjà 3 prospects au début. Ouais. 3 prospects invaincus, un truc comme ça. Et puis après, Top Rank commence à se dire, il y a peut-être un truc à faire avec lui, et Ouais, qui il y a commence moyen. à lui donner des boxeurs un petit peu plus faciles, entre guillemets. En tout cas, il était dans cette démarche-là, déjà avant le confinement, de boxer des espoirs. Il avait fait 8 rounds, il me semble, contre Melikuziev, et qui est un espoir des super moyens, qui avait battu Mbili au championnat du monde amateur en 2015. Et depuis, en fait, il a battu tous les mecs qu'ils ont mis en face de lui. Est-ce que vous avez pu regarder ces combats, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi j'aime bien. Il est un peu bourrin, mais j'aime bien. C'est un combattant. C'est un combattant, et comme il y en a eu d'autres en MMA ou en kick qui sont passés en anglaise, et c'est tout du combattant piégeux pour les promoteurs, parce que tu vas prendre le mec, c'est pareil, tu vas lire l'affiche, tu vas dire ouais, c'est un bon journeyman celui-là, il a l'air d'être un peu dur, sauf que en kickboxing et en MMA, t'as de tout. T'as des mecs forts, t'as des mecs moins forts, t'as des mecs qui sont capables de briller, mais qui ont fait des choix de carrière, qui ont choisi de boxer un peu n'importe où et qui s'en foutent un peu de la décision, quoi. Et Collard, c'est un de ces gars-là. C'est un de ces gars-là. Il a pas peur, il s'en fout, et il est toujours prêt en plus. Et il aime bien la bagarre. Donc, Et puis il a progressé en même temps, parce que quand il a commencé à l'UFC, niveau technique, parce qu'il disait déjà qu'il était boxeur à la base de l'UFC. Ouais. C'était pas trop ça. Ouais, c'était. Du coup, ça faisait quand même. Il avait continué un petit peu, je crois qu'il a fait encore 5-6 combats en MMA après être parti de l'UFC avant de repasser en anglaise. Et j'en avais entendu parce que je voyais du coup la partie Twitter américain qui commence à parler de lui parce que ça devient un peu le héros culte de l'undercard. Et ouais, du coup, quand je l'ai revu boxer là, c'est quand même vachement plus propre que ce qu'il faisait avant. Ouais. Younes, t'as pu le regarder? Qu'est-ce que t'en penses? Younes, il a rien regardé. Il a rien regardé, Younes. Je l'ai interrogé. Il a pas levé la main, je l'ai interrogé. Faut tourner la caméra. Ah, c'est vrai, c'est un sacré combattant. D'ailleurs, il a déjà dit qu'il était prêt pour y retourner le mois prochain pour une carte Top Rank. Après, moi, je pose la question, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des matchmakers de Top Rank parce qu'il a grillé les prospects qu'ils avaient, quoi. Moi, Ou alors. je pense que du coup, c'est même plutôt un bon signe quand tu mets un mec comme ça et qu'il bat tes prospects en fait.
c'est fait que t'as fait du matchmaking honnête ou c'était un vrai t'as pas fait. Il était supposé perdre, mais t'as quand même mis un mec qui était supposé perdre, mais qui a eu une chance de. Dans le sens, est-ce que c'était pas un peu trop tôt dans la carrière du boxeur? Dans la sienne? Non, Non, dans la Non, carrière non, des prospects. prospects. Ah bah visiblement oui, vu qu'il a perdu et que tu veux jamais que ton prospect. Le but c'est de faire un. Mais moi je trouve que c'est plutôt bon signe sur le matchmaking de Top Rank que leur prospect perd comme ça. J'avais vu une interview justement, il me semble que c'est comment il s'appelle? C'est pas Evan Korn c'est celui qui gère leur communication. Enfin bref, le matchmaker de Top Rank, et qui expliquait qu'en fait pour eux ils ont une philosophie de se dire on prend des prospects, on prend des jeunes, on signe des jeunes et on s'attend à avoir 30% qui arrivent au potentiel qu'on attendait d'eux. Et ils sont autour de ce niveau-là de 30%. Et ils disent tant qu'on maintient ce niveau-là de 30% de mecs qu'on signe et qui vont vraiment péter derrière, c'est qu'on fait bien notre travail. Donc en même temps, ces défaites-là, ils s'y attendent. Après, ce qui change vraiment, c'est que ces mecs-là qui ont eu des défaites, en fait, ils les ont toutes eues contre le même adversaire et à 2 semaines d'intervalle. C'est ça aussi qui fait un effet zoom sur eux. Mais je pense que c'était aussi un choix de Top Rank de se dire bon bah ok, on t'a fait, c'est bon, on t'a fait des combats sympas, on t'a fait des combats faciles, tu veux continuer avec nous, on va voir ce que ça donne contre lui. Et ça a donné malheureusement une défaite. Comment vous expliquez qu'il gagne autant face à des mecs qui sont quand même très honnêtes? Qu'est-ce qui dans sa boxe fait que, au-delà du fait qu'il soit déterminé, bagarreur, etc., qu'est-ce qui techniquement fait qu'il est meilleur qu'eux? Bah pour moi, il n'est pas meilleur techniquement ou quoi. Mais par contre, il a une capacité à imposer la bagarre à des mecs qui sont pas censés faire la bagarre, qui est assez intéressante. C'est quand il vient pour un combat, quand il va commencer son combat, il a aucune intention de se laisser dominer techniquement et de faire le sparring appuyé, quoi. Lui, il vient, ça va être la guerre. Et je vais t'imposer la guerre. Et visiblement, il arrive à chaque fois à imposer la guerre, ce qui justement pose la grande question du niveau technique supposé. Enfin, technique, quand je dis technique, c'est dans sa globalité, hein, science du ring, technique, gestion du combat, etc. De ces prospects-là. Et donc, pour moi, c'est un petit peu ce qui fait qu'il arrive à les battre. À un moment, ça coincera. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Tu leur as mis un. Bon, c'est pas les mêmes catégories, mais tu prends un boxeur comme Virgil Ortiz qui aurait été dans sa catégorie à lui, il l'aurait pas passé. Ouais, et qui est-ce qui pourrait prendre dans cette catégorie-là? Il n'y a pas l'autre coqueluche là. Il est en super moyen. Super moyen, il y a le. Super moyen carrément ou en super welter? Non, il est en super moyen. Pour moi, c'est super moyen. Super moyen, ouais, il est en super moyen. Parce qu'il est étonnant et parce qu'il était en léger à l'UFC. Ouais, à 70 kg. Ils en ont un là chez Top Rank. Ils ont Edgar Berlanga qui prend toutes ses victoires par KO au premier round. Ouais. Il a, il me semble, 14 KO pardon, au premier round. À voir. Ouais, non, faut voir. Je pense que c'est peut-être Après, un petit faut peu voir que meilleur c'est quand pas, même. oui, c'est pas vraiment des prospects de ce niveau-là qui prend chez Top Rank. C'est Ouais. des mecs qui sont à 8-0, à 9-0, Exactement. sous la dizaine de combats. Et donc souvent, c'est la première fois qu'ils ont une vraie adversité en face. Je pense que c'est ça qui joue, parce que Collard, il a fait l'UFC. À l'UFC, t'as aucun cadeau niveau matchmaking. Eux aussi, ils signent plein de prospects. Par contre, ils leur font jamais aucun cadeau. Quoi. Il y a plein de mecs qui ont commencé à l'UFC, qui ont fait 2 combats, et qui avaient du potentiel s'ils avaient été... mais ils sont fait... mettons, ils ont un top 5 qui a besoin d'un combat parce qu'il y a un truc qui se fait, ils vont pas hésiter à prendre un petit prospect et à dire toi t'as 22 ans là, t'as 2 combats à l'UFC, tu veux pas aller prendre lui, il est top 5 dans ta KT, t'as 2 semaines. Ouais. Fais le poids aussi. Et prends 50 balles. Prends cette pièce. 10 000 si tu gagnes. Tu vas me chercher le grec et je te passe la canette. C'est un peu ça le truc. Et ouais, une fois que t'as eu ça en MMA, où t'as vraiment un matchmaking, où tu vas avoir des combats durs tout le temps, lui ça lui fait pas peur un combat dur. Et t'as des prospects d'anglaise, leurs 10 premiers combats, c'est un truc où c'est vaguement bien sûr. C'est bien protégé, t'as le temps, on t'annonce ton adversaire à 8-10 semaines avant, on te dit tranquille, il est comme ça, les vidéos c'est ça, machin, et t'y vas. Quand Nicky Holsken il a pris... comment ça s'appelle Smith. C'est Eliam. Callum. Non, c'est Callum. C'est Callum, c'est ça. Smith, ouais. Bah, j'avais été surpris moi sur Twitter, les mecs ils disaient putain 2 semaines, je crois que c'était 2 semaines ou même pas, une dizaine de jours de prépa. Ils disaient ouais laisse tomber, déjà il a une petite carrière en anglaise mais il a pas pris de combattant dur, et en plus que 10 jours. J'ai dit non mais les gars, Nicky Holsken c'est un kickboxer qui a une centaine de combats. Ouais.
en kick et en taille, tu fais que du short notice. Ça n'existe pas, les 8 semaines de préparation en kick ou en taille. Même au Jamais. Glory Si, Ouais, non, mais au Glory, ils vont te dire, le gars là, il est dans 2 mois. Ouais. Sauf que comme t'as pas de Tu sais contrat pas qui, exclusif, pour la plupart, les mecs, ils vont boxer un mois avant, ils vont boxer. Tu sais, les cachets en kick, c'est pas les cachets en anglaise. Hein. Donc si on te propose un combat 3 semaines avant ton combat au Glory, et tu peux faire les deux, bah tu fais les deux. Il n'y a pas de problème. Donc, et ça, c'était plus sur la fin de sa carrière en plus, Solskjaer, où il a pu avoir au Glory où il était tranquille, mais avant ça, quand il était au. Avant, en Hollande, t'avais une dizaine d'organisations majeures. Mais majeures, quoi. Et il y avait tous faisaient un gala chaque samedi. Donc lui, il boxait toutes les 2 semaines. Hein. Et tous, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, pour Clay Collard, c'est pareil, ce que dit Lucas, c'est vrai. Les mecs, déjà, en plus, en MMA, c'est encore plus vrai, parce qu'eux, ils savent pas s'entraîner doucement. Il n'y a pas de sparring où on dit, celui-là, il sera léger ou machin. Non, c'est à fond, tout le temps, c'est la bagarre. Et c'est la question que je me pose pour ces prospects-là, d'ailleurs, tu vois. Parce que je me dis, je connais pas tout en anglaise, mais t'as quand même une étape à l'entraînement où tes sparring ils vont être meilleurs avant que tu commences à avoir une meilleure opposition sur le ring en compétition. Mais je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui parce que tellement ça va vite les prospects. Tellement les mecs ils sortent des amateurs, à 3-0 il est déjà là, il prend un tel, machin et tout. Donc je me demande comment ça se passe à l'entraînement. Est-ce qu'ils prennent des gars de ce type-là avant d'emboxer Après, la difficulté, c'est que tu sais toujours et t'entends toujours que les mecs, dès les amateurs, ils boxaient des pros qui étaient champions du monde. Ouais. Ils tournaient. Mais c'est quoi le sparring que tu fais avec eux? C'est ça. Tu tournes avec eux. Tu fais 2 rounds avec eux pendant que eux, c'est leur 10e round et toi, c'est ton premier. Quand on m'expliquait que Devin Voilà. Haney, il prenait Floyd quand il avait 15 ans, j'ai dit les gars. Il a tourné avec Voilà, c'est Je ça. tournais avec Danny Bill quand j'avais 15 ans, mais Ouais. il était super gentil. Exactement. Ouais. Exactement. C'est toujours le huis clos de l'entraînement où tu sais pas exactement ce qui se passe. Mais effectivement, peut-être que le type de boxeur comme Clay Collard, c'est peut-être le mec où les entraîneurs seraient de très bon goût de le choisir comme partenaire d'entraînement. Parce que c'est un mec de payer comme il Tu faut. le payes C'est un bien et mec tu le fais qui- bien dans voilà. ta salle. Il va avoir des routes dures, ton gamin, et Et tu il lui va demandes savoir. s'il a- Exactement. Et le jour où il va prendre des coups sur un ring, il sera prêt, quoi. Et tu lui demandes s'il a pas des potes. Ils sont un peu pareils, parce qu'il en aura. Et ça va aller. Hein. Super. On va donc passer, après cette première partie de sujets un petit peu rapides, je ne sais pas si on a vraiment été rapide, mais on va dire qu'on a appelé ça des sujets rapides, autour du confinement, et on va passer à un petit classement et à des petits awards. Les petits Oscars ou les Césars, ou je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Les Gérard. Je voulais les- faire les ringards pour C'est vrai. On va essayer de. Je sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, on va avoir quelques petits trophées à remettre. Et on va commencer, puisqu'on va avoir en fait des trophées positifs, mais également des trophées négatifs, par les promoteurs. Et je vais avoir besoin, chacun, messieurs, du meilleur promoteur, le promoteur qui s'en est le mieux tiré depuis la sortie du confinement, mais également le pire promoteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Younes, on commence par toi? Je laisse la parole à Lucas. J'y vais, moi, si tu veux, moi j'ai des trucs à dire. Directement. J'ai regardé quand même. Lucas, on t'écoute? Tu veux commencer? Bah écoute, Dis-moi. moi le seul gala qui m'a intéressé depuis le début du confinement, c'est Eddie Hearn qui l'a fait avec le Povetkin contre Dillian White et Katy Taylor contre la revanche contre personne qui était les deux étaient des bons combats d'ailleurs. On va dire on parlait de boxe féminine, la boxe féminine c'est aussi bien dans ces cas-là quoi. Ouais. Parce qu'on a aussi des très très bons combats en boxe féminine malgré Malgré les déboires de Oscar De déboires La Hoya. Oscar De La Hoya. Et du coup, donc moi, celui que j'ai... Parce qu'après Top Rank, j'ai trouvé des trucs sympas. L'histoire de Clay Collard, ça te fait un petit... Ça te fait un feuilleton de l'été, vu que TF1 n'a pas fait Dolmen cette année. Mais il y a Koh-Lanta qui a repris, les amis. Il y a Koh-Lanta qui J'ai a même repris. pas tilté. Moi non plus, j'ai pas vu, j'étais sur la route. Donc tu partiras sur Eddie Hearn. Ouais, bah ouais, je sais que c'est Et il nous faut un pire également. c'est pas bien. Bah, moi j'ai... De La Hoya. De La Hoya. De La Hoya, De La Hoya. quand t'as fait Cienessa Estrada contre Miranda Atkins, je suis désolé. On t'écoute, Baba? Ah, bah vous savez, au bord du ring, la particularité, c'est qu'on est toujours d'accord. Pour ceux qui nous écoutent. Mais Et pourquoi là- je les ai invités Mais là, non, mais. Moi j'ai fait des efforts. Hein. Là pour moi c'est clair, non là pour moi c'est clair, je l'avais dit avant en plus, pour moi il n'y a pas de souci. Moi je vais mettre l'accent meilleur promoteur sur Eddie Hearn, je vais pas... Les combats déjà, pour moi la carte c'était la plus cohérente, Ouais. déjà. Il a fait le mieux de ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait sous la main et c'était cohérent. Pour moi c'était ce qu'il fallait faire.
mais j'ai bien aimé les moyens qu'il a mis en place. Quand j'ai eu la première fois sur Twitter son histoire de jardin, moi je croyais que c'était une blague, qu'il se foutait de la gueule de je sais pas qui, ou de Dana White, ou tu vois, ah, mais il a fait une île, moi je vais faire mon jardin. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était vrai, tu vois, j'ai pas suivi du tout le truc. J'ai dit putain, mais c'est vrai, il est vraiment en train de construire un truc. Et ouais, appelle-moi bon public, mais je trouve ça plutôt impressionnant. Ouais, et ça revient justement sur ce qu'on disait en début d'émission sur le cadre. C'est important quand tu boxes, c'est que tu regardes le combat et puis après tu vois ce qui se passe autour. Le rendu, il est génial, quoi. Ouais. C'était 10 fois mieux que n'importe quel carte UFC. Chaque salle qui fait dans le monde, c'est la même salle. Le château en fond et tout. C'était super bien, les jeux de lumière, etc. Et tes boxeurs de chez Matchroom, toi t'es boxeur, t'es chez toi, tu sors du confinement, tu sais pas trop c'est quoi demain, et t'as ton promoteur qui dit bah moi je vais faire des combats dans mon jardin. Ouais. Tu dis en fait ça va quand même, c'est plutôt bien. Je suis signé chez un gars, ça va, ça passe. Donc moi pour ça, et vraiment pour ça, et les combats ça vient après, mais même si les combats avaient été nasses derrière, moi je trouve que d'avoir fait ça, c'est bien, c'est le bon message. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est le meilleur promoteur. Et le pire promoteur, pour moi, ouais, c'est clairement Golden Boy, et c'est clairement à cause de ce combat. Ça passe pas du tout. Comme tu as dit, on y revenait, pour ça je m'attarde un tout petit peu dessus, mais t'es coach, je suis coach aussi. Voilà. Moi, en tant que coach, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, qui me rend fou. Et on va justement rappeler, parce que c'est aussi important, que Miranda Atkins n'a pas eu de problème de santé après ça, heureusement. Enfin, on verra un petit peu au fur et à mesure des années comment ça se passe. Est-ce qu'elle va remonter? Il n'y a pas eu de suite directe de santé suite à ce combat-là, et c'est ça qui nous faisait un petit peu peur quand on a vu le combat. Younes. Moi, je vais pas aller avec eux. Moi, c'est plutôt Top Rank. En fait, un peu pour l'image de précurseur, tu vois, c'est vraiment les premiers qui se sont jetés. Ils nous ont mis du Shakur Stevenson, Navarrete, Berchelt. Ils ont essayé Jamel Herring, mais bon, il a chopé 2 fois le coronavirus quand même. Mais ouais, j'allais avec eux quand même. Et puis, en fait, Eddie Hearn, le problème, il a fait la meilleure carte, je pense, du confinement. Mais il y en avait 3 autres aussi. Et les autres, main event avec Ted Cheeseman, enfin voilà quoi. C'est pas la folie. C'était surtout adressé au public anglais, quoi. Ouais, c'est ça. Et le pire, tout le monde va insulter De La Hoya sur le pire. De La Hoya pour... De La Hoya, mais... pour les mêmes raisons, enfin, c'est pas possible. Ouais. Bon, moi je vais être d'accord avec Younes pour Bob Arum. Bob Arum, je suis vraiment content de ce qu'il a fait. Déjà, comme tu disais, en termes de précurseur, il s'est jeté très tôt là-dedans. Il a sorti quelque chose qui était très qualitatif, que ce soit en termes visuels, en termes de combat, etc. Alors, certes, le matchmaking forcé par les événements faisait qu'on n'avait pas forcément des combats énormes, mais dans la logistique, et c'est ça être un promoteur, c'est monter un événement, dans la logistique de l'événement qui était monté, pour assurer des conditions sanitaires fiables et stables, il a mis en place quelque chose qui était énorme. Et il a fait ça 2 fois par semaine. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que en termes de volume. C'était fort. Et même si c'est pas forcément des stars, on a quand même eu quelques beaux combats en championnat du monde. Il me semble qu'il y a les Molonais qui ont fait 2 championnats du monde, quelques combats intéressants comme ça. Et il y a Pedreza aussi. Il y a Pedreza également qui a fait un championnat du monde. Ouais, voilà, on a vraiment eu, certes c'était à boire et à manger, mais on a été servi par Bob Arum, et très tôt, très tôt. Ça a commencé début juin, là où tous les autres promoteurs ont commencé à se relancer plutôt à la mi-juillet. Et pendant ce mois de juin où il était le seul, Bob Arum a vraiment servi 2 fois par semaine, mais j'essayais de tout suivre. Malheureusement, j'ai besoin de sommeil de temps en temps. Mais c'était vraiment un gros travail, et de toute l'équipe de Top Rank, et franchement, félicitations à toutes les personnes qui étaient impliquées là-dedans, puisqu'en plus de ça, ils avaient également des combats qui étaient organisés, pas dans leur bulle à Las Vegas, mais à l'étranger. Ils ont récemment eu Michael Conlan, là, qui boxait pour eux, avec Frampton, en Irlande. Frampton, c'était pas la on pourrait parler de ce combat-là. Et également, au tout début de l'été, au mois de juin, il boxait au Mexique. Il y a eu quelques soirées qui étaient organisées au Mexique, là, avec ESPN Deportes ou un truc comme ça. Là, je sais plus comment ça s'appelle leur chaîne, là. En tout cas, certes, tout n'était pas bon, mais il peut aller voir ses boxeurs et leur dire, les gars, je vous ai tous fait boxer. Voilà, je vous ai tous donné l'opportunité de boxer. Derrière, certes, c'était des combats de reprise. Certes, vous n'avez pas eu la paye de l'année, mais le public vous a vu et vous avez pu reprendre le travail. Et
on va pouvoir repartir sur des bonnes bases avec le combat de l'année, Teofimo Lomachenko. On en parlera un autre jour, mais il a réussi à nous sortir ça quand même. Après, excuse-moi Younes, je viens de taper le pied de Younes, désolé les amis, petite erreur. Il a réussi à nous sortir ce combat-là de l'année après toute cette période d'activité. Sur le pire promoteur, je sais pas si c'est vraiment un promoteur, mais je vais aller à contre-courant de vos choix et parler de Alemon. Plutôt manager. Est-ce que c'est promoteur? Est-ce que c'est manager? Après, est-ce que c'est un mafieux déjà? On va déjà dire ça. C'est qu'officiellement, il n'est pas promoteur. Dans les faits, c'est un promoteur. C'est un peu interdit quand même. Alors, on sait qui c'est qui tire les ficelles. Voilà, pour rappeler un petit peu aux personnes qui ne comprennent pas de quoi on parle, Alamon, c'est quelqu'un qui est derrière PBC, qui est un réseau de diffusion, qui a énormément de très bons boxeurs américains, et qui ne peut pas être promoteur officiellement, parce qu'en fait, il a des activités de manager et des activités de conseiller auprès des boxeurs pour leur conseiller, leur donner des choix de carrière, et aux États-Unis, c'est interdit. On ne peut pas avoir en même temps une activité de promoteur et une activité de manager. Ça passe sous le Ali Act. Ouais, exactement, le Ali Act. Et c'est une personne qui fait les deux. Je pense qu'on peut le dire. C'est un secret de Polichinelle. Il fait les deux. Il fait promoteur et manager en même temps. Mais en fait, il est sous un réseau où c'est une personne qui travaille pour lui, qui gère l'activité de promoteur, une personne qui est... Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que généralement, il fait du sous-contrat avec d'autres promoteurs qui sont officiellement le promoteur, mais c'est lui qui ramène les promoteurs. Voilà, c'est exactement. C'est lui qui fait un petit peu tout. Bon, en tout cas, on va parler de PBC en tant qu'entité et pas forcément de LMON. Très déçu de n'avoir eu aucun mouvement. Là, ça a recommencé. C'était quoi qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment là? Benavidez et. Benavidez, ouais. Et Angulo contre. Benavidez et il y a Angulo contre. J'ai appris ça tout à l'heure. Contre Caleb Truex. Caleb Truex qui est forfait. Caleb Truex qui est forfait. Ah bah écoute, j'ai vu Caleb Truex très déçu parce que c'était le cramico de l'année pour moi. Ça. En tout cas, j'ai été très déçu de n'avoir aucun mouvement. Alors je sais que Alamon est dans une démarche de dire tant que je le sens pas très bien, j'y vais pas. Ouais. C'est un petit peu sa démarche. Et de ne pas vouloir faire des combats pour faire des combats, et de plutôt sortir des gros combats, et il nous les a sortis, on les aura en septembre, en octobre, en novembre. Des combats intéressants, on va dire. Une bonne reprise. Lucas est pas convaincu. Je suis pas très convaincu par PBC en général depuis des années. C'est vrai, moi non plus. Mais on va dire qu'il a fait un effort. Voilà, il a fait un petit effort sur la fin de l'année. Mais j'aurais aimé avoir du mouvement, et c'est vrai qu'on a eu aucun mouvement, quoi. Juin, juillet, août. Fin août, oui, mais juin, juillet, il n'y avait rien. Et il n'y avait même surtout aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne savait pas... Il n'y avait même pas de rumeurs. Des rumeurs, normalement, il y en a tout le temps. Il y avait zéro rumeur. Donc j'ai été très déçu là-dessus. Je mets un petit point dis-moi Younes. Positif pour Showtime, qui ont mis une bonne carte, je ne sais pas si vous avez vu. C'était Jamal James contre Dulorme. C'était franchement un bon combat. Intéressante, un petit peu plus pour les passionnés, puisque c'est pas forcément les plus grosses stars. Après, c'est du top 10 welter, donc. C'est bon, j'aime bien un des beaux combats. Mais pour une chaîne qui est en train de mourir, pas mal. C'est vrai que je suis dans son Showtime. Ouais, bah, ils ont plus de contrat, je crois, avec PBC, donc. Ouais. Non, oui, c'est compliqué de toute façon. Mais de toute façon, là, on a eu la mort de la boxe sur HBO, et sur Showtime, ça n'a pas tardé non plus. Passons à la partie manager. C'est pas forcément les personnes qu'on connaît le plus dans le monde de la boxe. Ouais, mais pour le coup, moi j'avais donné la casquette de manager à Lemon. Ouais, ok. Je vais me permettre de. Ok, donc on va avoir toujours le meilleur manager, le pire manager. On fait le tour dans l'autre sens. Pareil, Lemon en meilleur et pire. Ah, Lemon en meilleur. Non, moi je l'ai en pire, Lemon. Ah ouais, moi c'était en pire. Ah ouais? Non. Lemon, moi je l'ai en pire, justement pour toutes les raisons qu'elle a énumérées. C'est vrai que sur le confinement, mais. Pour moi, il était absent. C'est vrai, ouais. En fait, j'ai un peu débordé, mais pour la carte qu'il propose tout au long de la reprise, c'est un peu ce qui fait pencher la balance. Tu vois. Ouais. Après, c'est plus trop dans le confinement, mais c'est pas sorti du public en septembre, octobre, novembre. Non, voilà, moi ça me fait penser au truc. Sur la sortie de confinement, t'as raison, ça va être bien. Mais pour moi, il est resté tranquillement derrière le rideau, en fait, en train de regarder ce que les autres faisaient. En se disant, ils vont se casser la gueule, comme ça j'aurai une bonne raison de dire, bah vous avez vu, moi j'ai eu raison de pas bouger. Et puis comme ça s'est pas cassé la gueule, là, bon maintenant faut que je réagisse un peu, et voilà. T'es à Lemon, t'as une grosse écurie de combattants, et en plus, avec PBC, t'as un gros roster de combattants dans la même catégorie. À la limite, c'était toi le plus facile en fait. T'as
t'avais plus de facilité que les autres à faire des combats. Donc tu me diras, c'est promoteur et manager en fait. On peut vous laisser. Hein, donc tu vois, pour moi, il est entre les deux et pour moi, il fait pas bon. Tu peux être dans la réaction, il n'y a pas de problème. De toute façon, t'as le pionnier comme Bomaroub. Après, Bomaroub, il a les épaules, il a tout ce qu'il faut. Lui, il y va, il s'en fout. Et lui, par contre, il est vraiment resté en retrait en mode, tu vois, je sais pas trop. Lui, pire manager, je le partagerai avec, comment il s'appelle avec Franck Warren. Ouais. Juste pour répondre Dis-moi, rapidement, ouais, vas-y. vu qu'au niveau du confinement, etc., en septembre-octobre, on ne sait pas s'il y aura du public. Donc on est un peu encore dans cette même période. Et je pense que quand on fait le bilan à la fin de l'année, quand on va voir tous les combats qu'il y a eu sur PBC, même Lipinez, Straccio, Charlo Rosario, Charlo Derianchenko, Nordino Bali, etc., etc. Si on fait les bilans de toutes les cartes qu'on a eues sur la période juin-décembre, je pense quand même que c'est lui qui va mettre le plus gros spectacle. C'est possible. À la fin, et c'est à À la fin, on ouais. va payer les musiciens évidemment. À la fin, ouais, clairement en décembre, tu regarderas, t'as vu. Mais il y a une caméra aujourd'hui. J'en ai d'autres, hein. Il en reste 10 à peu près. Non, clairement, à la fin, oui, tu diras que. Encore une fois, avec le roster de combattants qu'il a, pour moi c'était facile à faire avant. Après, peut-être je parle ou je m'emporte, ou enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça a été plus difficile pour les autres. Ça a été moins difficile pour un mec comme Eddie Hearn, qui, pareil, a plusieurs gars sous contrat, qui peut faire boxer les uns contre les autres, etc. Mais pour moi, je m'attendais vraiment à ce que lui, justement, il arrive en disant, de toute façon, moi j'ai 4 gars là en welter, je peux les faire se boxer, on y va, c'est parti. Mais après, t'as toujours le même problème, c'est-à-dire que PBC, c'est énormément de superstars américaines. Ouais. Comment tu veux leur faire payer Je sais pas, moi, par exemple, s'il veut mettre Spence contre n'importe quel. Danny Garcia, par exemple, ça va se faire. Qui va se faire Ouais, mais après, comment tu vas payer en sachant que tu sais pas si le pay-per-view va marcher en ce moment? Oui, Ah, puis t'auras je sais pas s'il y a pas de public. Non, t'auras pas de public, justement. Après, il y avait l'histoire des boxeurs qui voulaient qu'il y ait du public, machin. Donc c'est pour ça que j'essaie de nuancer un peu en me disant, il y a des mecs, ça se trouve, ils ont pas voulu. Ou il y a des agents qui ont dit, moi, mon gars, il boxe pas s'il y a pas de public, on veut attendre. Il paraît qu'en octobre, il y aura un machin, etc. Ouais, ou même pour des chèques qui pouvaient pas, quoi. Voilà. Ou après, peut-être il y avait des petites réductions de bourse à prendre aussi. Hein. Non, c'est clair. De toute façon, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Donc. Mais voilà, ça m'a un peu surpris quand même. Et ton pire manager, du coup, Younes? J'ai mis, je crois, De La Hoya, mais aussi parce que, pareil, Ouais. la petite cassette avec Ryan Garcia, par exemple. Ça, Ouais. ça fait en parler. Baba, donc on a compris quel était ton pire manager. Ouais. Alamon va prendre la saucée là. Peut-être que Lucas, comme vous êtes toujours tout le temps d'accord, peut-être que Lucas va passer son tour également après. Donc, voilà, non, mais après, pour moi, pire, voilà, et je pense qu'il aurait pu, il aurait pu faire mieux, mais comme dit Younes, l'année n'est pas finie, le confinement n'est peut-être pas fini. Donc, Ouais. avec tout ce qui arrive, il peut largement, il va sûrement inverser la tendance. Après, si tout le monde est testé positif, bah, il aura l'air bien con. Et pour le meilleur? Après, pour le meilleur manager, c'est dur pour moi de dire Hearn quand même. C'est pas. En tant que promoteur, il a été bon. En tant que manager, ouais, je sais pas. Pour moi, j'ai pas Spécialement de personne qui est sortie du lot? Non. Ouais. Non, Ok. je trouve pas. Qui c'est qui manage chez Collard? Qui c'est qui manage? Alors ça, c'est une bonne question. Ça. Ah ouais, c'est son frère ou son père, ou je sais pas qui là. Ouais, C'est un mec de la un salle. vrai truc de Mathieu. Truc de de Mathieu, Mathieu. là. C'est ça. Ouais, lui, tu peux lui donner à lui, ouais. Mais non, je trouve pas que. En tant que. Il y a des promoteurs vraiment qui ont supporté les risques. Tu vois, chez Top Rank et tout, il n'y a pas de problème. Ouais. Après, comme c'est des promoteurs managers, tu peux faire ton choix là-dedans en disant. Je sais pas, il y a des mecs de chez Climas qui ont boxé ou pas? Comme ça, je peux dire que c'est Climas et c'est Ouais, facile. c'est Climas, ouais. Climas, est-ce qu'il y a des mecs de Climas qui ont boxé? Je crois J'ai pas. pas le souvenir. Non, je Peut-être. crois pas. Comment il s'appelle là? Du kick. Je crois qu'il a boxé. Qui a fait un contre City Chai, je le kiffe en plus. L'Ukrainien là. Gorokia. Ok, ouais. Il a boxé lui? Je crois qu'il a boxé, mais je suis pas entièrement sûr. Ok. Donc, personne sort du lot, en tout cas chez les meilleurs. Et chez le pire, est-ce que toi aussi tu vas partir sur Ah les bah ouais, Alemon c'est bien. Moi, de toute façon, moi, dès qu'on peut taper sur Alemon. Non mais vous vous rappelez pas aussi les débuts de PBC où on
te disait que ça allait être génial et que. Ah ouais, la révolution sur la boxe. Quand tu devais te taper Keith Thurman tous les 3 mois qui boxait une patate. Oh l'horreur. Non, l'horreur. C'est. Puis qu'après qu'il reste pendant 2 ans et qu'il t'explique que Errol Spence c'est personne. Ouais, c'est clair. Ouais. Je vais partir sur le pire manager. Moi, je suis d'accord avec Younes. Pour moi, c'est le manager et en tout cas le conseiller de Ryan Garcia qui lui a soufflé à l'oreille que c'était une bonne idée de partir au clash avec son promoteur qui est Oscar De La Hoya. Alors qu'en fait, Oscar De La Hoya essayait de le faire boxer sur le retour. Il voulait en fait faire un retour de la boxe chez Golden Boy pour le 4 juillet, qui était la fête nationale américaine, et c'était un énorme truc qu'il voulait faire. Il y a eu quelques soucis en termes d'argent mis sur la table, également d'adversaires, puisque Oscar De La Hoya avait du mal à sortir un adversaire aussi rapidement, et un adversaire du niveau que Ryan Garcia attendait. Maintenant, c'était une opportunité. Oscar De La Hoya a fait confiance à Ryan Garcia en lui disant, écoute, c'est toi le numéro 2 de chez Golden Boy, c'est toi qu'on va faire sortir, on peut pas faire sortir Canelo, le numéro 2 sur la liste, c'est toi qui va marquer le retour. On pourra pas te payer comme si c'était la situation normale, mais tous les boxeurs c'est comme ça. On pourra pas te trouver un adversaire comme si c'était une situation normale, mais tous les boxeurs c'est comme ça. En tout cas, tu vas boxer, ton public va te revoir, et ça va te permettre également de te placer sur une date qui est le 4 juillet, et que ça devienne peut-être le 4 juillet, la date de Ryan Garcia, et que ça devienne quelque chose qu'il développe de manière pérenne. Au lieu de ça, il est parti au clash avec lui. Non seulement il est parti au clash, mais en plus il est parti au clash publiquement. Alors je sais pas qui lui a dit vas-y c'est une bonne idée, insulte Oscar De La Hoya sur Twitter, c'est ton partenaire de travail et tu vas partir l'insulter publiquement. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. En tout cas voilà, moi je trouve que c'était vraiment une succession de mauvaises idées. Ouais. Et au final on se retrouve avec pas de boxe pour Ryan Garcia avant son combat contre Luke Campbell qui est en novembre il me semble. 24 novembre je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. En tout cas, ça fait une grosse pause dans la carrière d'un mec qui aurait pu et où son promoteur aurait voulu plus le lancer. Pour le meilleur manager, je vais rester en franco-français et parler de quelqu'un qui travaille beaucoup et qui s'appelle Mehdi Lafifi, qui travaille avec Asloum Event et qui déjà place beaucoup de Français sur des combats. Il y a Howard Cospolite qui a pu boxer très rapidement et qui a été un des premiers boxeurs français à repartir. Exactement. un grand coucou au Red Star de Saint-Ouen et Howard Cospolite qui a pu boxer en Allemagne contre Kulkai, l'Allemand en super welter il me semble. Super welter, moyen, ouais. Ah, il est juste en moyen même, ouais, je crois que c'est super moyen. Kulkin. C'est possible. Oui, si, il me semble. Non, super welter, ouais, c'est ça. Super welter, ouais, c'est possible. En tout cas, Howard Cospolite a pu partir. Il a également pu trouver un très beau combat et un très bel adversaire à Sofiane Takoucht chez Michael Conlan, qui a fait un combat respectable, puisqu'il sortait de retraite, et qu'il est allé chercher Michael Conlan, et qui est en train de chercher à relancer la boxe en France, et à malheureusement une énorme carte qui a été annulée au Cap d'Agde, où il y avait 70 combats qui étaient prévus. Et c'était vraiment un truc énorme, 70 combats sur 2 jours. Voilà, un truc énorme où je sais que Mehdi a travaillé énormément dessus, d'arrache-pied. Finalement, ça a été annulé. Donc voilà, grosse pensée à Mehdi sur ce travail-là. On va passer aux espoirs, messieurs. Aux espoirs, et donc j'aurais besoin d'un meilleur espoir et du pire espoir qu'on a vu depuis le début du confinement. Meilleur. Et interdiction de parler de Clay Collard, des amis. Je sais pas si c'est un espoir, mais on en a déjà assez parlé. Alors, meilleur, Virgil Ortiz. Ouais. Si c'est encore un espoir. Ouais, si c'est encore un espoir. Voilà. Après là, j'accepterai qu'on me dise que c'en est plus un, mais moi je vais choisir que c'est encore un espoir. Et pire espoir, alors peut-être qu'on va me dire que c'est méchant ce que je dis. Et est-ce que c'est encore un espoir? Mais pour moi, oui. Vu l'on est dans sa carrière, je vais choisir Michael Conlan. Ouais. Ok. Voilà. Parce que franchement, il m'a pas du tout impressionné. De toute façon, il m'impressionne pas du tout depuis le début de sa carrière. Ouais. Pour moi, son fait d'armes, c'est d'avoir fait son cinéma sur le ring pendant le JO. Ouais, je sais, hein, j'y vais dur, mais c'est comme ça. Puis je crois qu'il passe à un avertissement de. Ouais, en plus, et on l'oublie, on veut pas en parler, mais c'est exactement ça. Et moi, il m'avait vraiment énervé en plus pendant la compétition pour le coup, donc je voulais qu'il perde. Et derrière, en pro, il a rien d'exceptionnel, quoi. Et il l'a montré pour moi contre un combattant qui sort de retraite, comme tu dis, dans ces conditions-là en plus.
il n'a pas du tout le niveau. Est-ce que vous essayez de le vendre. voilà, est-ce qu'il y a aussi pas un problème de décalage entre ce qui est présenté C'est le problème. par ses promoteurs, qui est mis en avant sur The Redemption, je vais vers le haut niveau, machin, Voilà. poussé par également ses sponsors, que sont Box Pro et pas mal d'autres sponsors, il me semble. Il y a toute la machine voilà. qui le pousse. Mais voilà, on nous vend quelque chose qui pour moi n'existe pas là aujourd'hui. Complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un meilleur espoir? Tu m'as dit Virgil Ortiz, c'est ça? Ouais. Virgil Ortiz, je suis complètement d'accord avec toi. Je t'aime, Baba. Mais je vais y aller clairement. Pour moi, il est exceptionnel. Là, on est sur un talent exceptionnel. Voilà. Ça, c'est Baba qui va être réinvité dans l'émission. On est sur quelque chose qui il pue la boxe et en plus il pue la boxe vintage. Moi, je kiffe ça. Et je crois qu'on est face à quelque chose de grand. J'espère en tout cas. Younes. Alors le pire, je vais mettre Rolly. Oh, tu me l'as volé. Ah, qu'il est nul. Mais ah ouais, non, Ah, mais ça qu'il aussi, est nul. c'est- Ah, qu'il est nul. C'était Qui m'a C'était saoulé affligeant. lui, j'ai oublié mais bon. Ouais. affligeant. Le combat, enfin, c'est un van. Clairement, c'est un van. Et en meilleur espoir, pareil, Virgil Ortiz. Virgil Ortiz, alors juste, on va juste... Contre Vargas, c'était comme impressionnant. Parce que ouais. Vargas, c'est pas non plus. Ouais, c'est mon adversaire. C'est un bon faire-valoir. Ouais. Fumer Vargas quoi. Bon, je vais du coup parler, puisque en fait j'avais également Virgil Ortiz en meilleur espoir. Ouais. Je sais pas si c'est encore un espoir comme vous dites, hein, mais en tout cas je l'avais dans ce meilleur espoir-là. Je pense qu'avec ce combat-là, il marque vraiment une présence dans la catégorie. Moi, ce que je vois, et ce qui m'a surtout impressionné, c'est l'attitude de Vargas, qui est très conquérant quand il rentre sur le ring, très sûr de lui. Et on voit qu'à la fin du premier round, même au milieu du premier round, je sais pas vraiment si... En fait, je suis plus dans une attitude de me dire, je veux aller chercher le 12e round, je veux surtout pas me faire défoncer, que je vais chercher la victoire. Et ce switch-là, dès le début, Direct. qui réussit à mettre en place, ce switch mental de dire, écoute, là, on est tous les deux sur le ring, mais en fait, c'est moi tout seul. Et toi, t'es juste là pour me suivre la danse. C'est quelque chose de très impressionnant en termes de gestion du rythme, en termes de technique. Il nous a régalé. Et je vais aller également avec Younes sur Rolando Romero, que je trouve extrêmement mauvais pour aller jusque-là. Alors effectivement, il a boxé, je sais plus le nom de son adversaire, mais un vol à main armée. En fait, il perd 8 ou 9 rounds et il se retrouve à gagner sur la carte des juges 8 ou 9 rounds. C'est honteux, mais en plus de ça, c'est ce qui fout la haine, parce que vraiment on peut le dire avec Rolando Romero, c'est qu'il est mauvais. Il ne sait pas, il y a énormément d'erreurs basiques qui met en place. Son bras arrière part complètement vers l'arrière quand il envoie son jab. C'est des choses qui s'apprennent juste dans les premières années d'école de boxe. Il ne sait pas gérer son rythme, tous les coups qu'il met, il met tout son impact dedans, du coup il est complètement cramé pendant tout le combat. Et ce qui fait que on a particulièrement envie de le mettre dans cette catégorie-là, c'est que le mec passe son temps à poster sur Instagram des vidéos où il met KO ses partenaires d'entraînement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est Ouais, connu. ouais, C'est le knockout artiste de la salle, où il prend le mec qui vient d'arriver il y a 2 mois, il le défonce, et puis après il dit c'est moi le champion. Quand on le voit sur le ring derrière, on se dit mais d'où il sort quoi? D'où il sort? Où est-ce qu'il a appris à boxer? Qui sont ses entraîneurs? Et il arrive, grâce à ce combat-là, à avoir une magnifique ceinture WBA chez les légers. Je sais plus si c'est une ceinture régulière ou un truc comme ça. En tout cas, il arrive à sortir de ce combat-là avec une ceinture WBA. Chez les légers, quand on voit le niveau de la catégorie et à quel point la catégorie est relevée, on se demande un petit peu comment ils vont réussir à trouver des adversaires qui réussiront à ne pas l'exposer, parce que je pense qu'à partir du moment où tu prends un mec du top 15, ça deviendra compliqué pour lui et il va le défoncer. Bah, ils vont demander à Oscar des conseils. Peut-être que Oscar pourra lui sortir Puis même le un bel boxeur- adversaire. Le boxeur en face était relativement inconnu, et pourtant il a explosé quand même sur pas mal de Exactement. points, techniquement. Exactement. Lucas, Pire espoir, je vais suivre Baba sur Conlan parce que vraiment il m'a énervé contre Takoucht. Vraiment combat absolument nul. Et c'est pas la première fois avec Conlan que t'as la hype, l'espoir de l'Irlande, tout ça, le tigre celtique, tout ça. Et ouais, non. Par contre, meilleur espoir, il y a quand même Robizi Ramirez qui a boxé 2 fois. Robici Ramirez qui a bossé. Et moi, c'est celui dont j'attends le plus. J'ai été déçu quand il avait perdu son premier combat, mais moi, de toute façon, depuis 2012, je suis très 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 chaud sur Robizi Ramirez. Et est-ce que tu as remarqué des améliorations dans sa boxe depuis ses débuts professionnels?
L'opposition est pas encore assez. Je trouve pas que l'opposition soit encore assez élevée pour dire que t'as un changement. Quand il fera des 10 rounds et qu'on le verra sur 10 rounds vraiment et pas sur des 4, des 6, des 8, là je pense qu'il y a vraiment un truc. Parce que c'est la grosse différence quand tu passes des amateurs, quand t'es cubain. Niveau technique, bon. Tu vas avoir une petite temps d'adaptation parce que ça va être plus rugueux, ça va moins, tu vas moins chercher les points comme en amateur. Mais pour moi, c'est surtout la durée, commencer à faire des 12 rounds qui va montrer si vraiment il a ce qu'il faut pour aller en pro, pour aller loin en pro. Et juste pour faire une petite parenthèse et revenir sur Robeisy Ramirez. Robeisy Ramirez, c'est un double champion olympique cubain qui a fait ses débuts professionnels cette année, l'année dernière. L'année dernière, qui a perdu son premier combat pro. Et c'était une grosse surprise. Et il a une histoire très particulière puisqu'il a fui Cuba, que l'équipe olympique cubaine l'a forcé à retirer son tatouage ou un truc comme ça. C'est vraiment un personnage avec une histoire très particulière et qu'on a hâte de suivre. Et il me semble qu'il avait battu Shakur Stevenson en finale, c'est ça ? Shakur Stevenson en finale en 2016. Et pour moi en 2012, je sais plus, j'oublie toujours qui c'est qui gagne le Val Barker Trophy, donc le MVP des JO. C'est Lomachenko ? Non, c'est pas Lomachenko en 2012, c'est Sapiev. D'accord, ok. Ah oui. Parce que Lomachenko l'a eu en 2008. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il l'a pas eu en 2012. Par contre, pour moi, en 2012, le Val Barker, si c'était moi qui le donnais, soit je le donne à Lomachenko, parce que Lomachenko est encore exceptionnel en 2012. Mais sinon, Robeisy Ramirez en 2012, en plus il a 18 ans, et c'est en bantam à l'époque. Et il est exceptionnel sur tout le tournoi, quoi. Moi je me levais, j'applaudissais mon écran. Non mais de toute façon, ça marque... déjà, moi j'arrive sur Twitter en 2012. Et c'est à peu près là, c'est dans ces JO là où je commence à parler avec Lucas sur Twitter. Et on commence à parler de Robeisy Ramirez. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que vous vous êtes rencontrés. Tout à fait. C'est mignon. Voilà. On va juste rappeler que le Val Barker Trophy, c'est le trophée de meilleur boxeur du tournoi olympique. Des Jeux olympiques. Exactement. Et également rappeler que si vous voulez connaître les premières histoires d'amour entre Tony Oka et Estelle Mosley ou entre Lucas et Baba, il y a Nawal Madani qui a fait une vidéo comme ça, si ça vous intéresse. On fait un petit peu de pub à Nawal Madani et on essaiera de faire le même format avec Lucas et Baba. Quartier, j'étais même pas là, moi. Faut revenir. Et pour terminer un petit peu ces trophées-là, meilleur boxeur, pire boxeur. En tout cas, le boxeur qui vous a le plus déçu, parce que je pense que pire boxeur, ça englobe un petit peu trop de catégories. Ouais, parce que si tu veux trouver un mec nul, tu peux trouver un mec nul qui était en Exactement. Carte, position. Voilà. Exactement. Ouais. Qui commence, Younes ? Alors, pire boxeur. Ouais. Celui-là qui m'a plus déçu, c'est pas pour sa boxe, mais Benavidez, quoi. La ceinture. Benavidez, exactement. Très très déçu. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi il t'a déçu ? Parce qu'il rate la pesée, c'est tout. Et j'avais des bons espoirs qu'il puisse boxer Caleb Plant ou Canelo en fin d'année. Ouais. Et ça tombe à l'eau, clairement. Après, je sais pas comment ça va se passer pour récupérer la ceinture, mais... Il me semble qu'il a été restitué très rapidement dans les classements par la WBC. Dans ces cas-là, contre des Mexicains, tu descends pas beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Benavidez, après, passe pour son talent, parce qu'il est super talentueux. Et le meilleur boxeur, celui-là qui m'a impressionné le plus, j'irais avec Jamal James. Ouais. Contre Dulorme, je l'avais déjà vu contre Jesse Vargas. Vraiment, c'est un boxeur qui est bon, qui met un bon pressing, qui a du punch. Et pendant 12 rounds, il s'est baladé, quoi. Donc j'allais avec lui. Super. Baba. Alors ouais, pire boxeur, c'est pas pire boxeur. Hein. Je redis comme ça au moins. Je veux pas qu'on croie que. Ce qui m'a. Boxeur qui m'a un petit peu déçu, entre guillemets, ouais, c'est Dylan White. Ouais. Déçu dans le sens. C'est dommage qu'ils perdent. J'étais super content pour Povetkin et j'étais pour Povetkin au passage. Mais dans le grand schéma de la boxe, c'était mieux si White gagnait. Parce que voilà, il y avait des choses intéressantes qui pouvaient se passer au niveau promotionnel et au niveau sportif. Par exemple, un White Usyk, même si Usyk pour moi il va nettoyer tout le monde, je sais pas, ça m'intéressait. Donc ouais, c'est un peu décevant. Après, il domine le combat, hein. Il envoie 2 fois au tapis, etc. Par contre, c'est la boxe, c'est les poids lourds. L'enchaînement, il est parfait. Tu vas, tu fais dodo, c'est la vie. Mais voilà, c'est un peu décevant. Et après, c'est un peu décevant, mais c'est un peu bien fait aussi. Parce qu'il a beaucoup parlé. Ses fans, surtout, sont super chiants.
à nous raconter qu'il a jamais la chance, que tu comprends. Je sais pas. Il était combien de temps sauf qu'il 3 ans. Il parle en jour. Il parle en jour. Il nous saoule avec les gens. C'est comme ceux qui disent mon enfant il a 23 mois, il a 2 ans. Arrêtez avec ça. Voilà, c'est pareil. Ça fait 1008 jours, je sais pas quoi. Ouais, bon, bref. Sauf qu'il a été contrôlé positif, etc. Bon, bref. Exactement, il a mis une belle carotte à Rivas. Voilà, il a mis une grosse douille. Donc c'est bien gentil. Il a refusé 2-3 combats aussi en plus. Donc tout ça fait que voilà, ça va rentrer dans la case pire. Mais vous voyez ça dans sa globalité. Et meilleur boxeur, écoute, moi, je vais te dire un truc qui m'a le plus impressionné et encore dans la défaite, c'est Delphine Persoon. Ouais. Elle a encore fait un très bon combat. Elle aurait pu faire un petit peu mieux tactiquement parlant. En tout cas, s'adapter un peu mieux à ce que faisait Katie Taylor, qui pour moi, par contre, même si elle a gagné, elle m'a un petit peu déçu. Mais vraiment, personne dans la caté du dessus, en espérant que ça s'étoffe un petit peu, etc. Elle va être très intéressante. Elle est vraiment super forte, elle est vraiment impressionnante. Elle s'arrête pas. Hein. Physiquement, c'est quelque chose quand même. C'est un truc de malade. Vraiment, Taylor, elle peut être très contente de sortir entière de combat contre une combattante comme ça. Moi, elle m'a impressionné, j'aime beaucoup et je vais suivre sa carrière en espérant qu'elle est loin d'avoir fini. Je ne sais plus quel âge elle a, mais à mon avis, elle est quand même plus proche de la Il reste retraite plus beaucoup, mais bon, si elle peut faire 3 ans encore comme ça et Ouais. aller chercher une ceinture dans la caté du dessus, ce sera bien pour elle et je serai contente. Je serai Surtout content que, pour elle. ouais, et puis maintenant, il y a de la place en welter aussi. Ouais. Parce qu'il y a Abrecus qui est parti. Donc, pourquoi pas. Voilà, c'est pour moi. Lucas. Et bah du coup, meilleure boxeuse, je vais aller avec une boxeuse aussi, McCaskill, parce que c'est quand même un des plus gros upsets qu'on a eu pendant le confinement. Et même pas forcément Et pendant le mais confinement. ouais, non, même pas. Donc elle a battu Cecilia Brækhus, qui est, je sais plus si on dit Brækhus ou Brækhus, mais bref, qui a pris sa retraite du coup et qui est une des plus grandes que j'ai vues en boxe féminine depuis longtemps. Moi, je veux dire, si tu vas chercher de la comparaison, pour moi, tu vas comparer avec Riker, quoi. Qui est Ouais. pour moi la plus grande féminine de l'histoire, même de tout sport de combat confondu. C'est absolument incroyable, Lucy Riker. Mais ouais, donc battre et mettre à la retraite Cecilia Brækhus. Cecilia Brækhus, c'est la raison pour laquelle les fans de l'UFC, c'est la raison pour laquelle Oliol met les parties en MMA, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, encore une fois, pour rappeler un petit peu l'histoire de cadre, ces combats-là étaient organisés en plein milieu de la rue. Je sais pas si vous avez vu ce gars-là. Ils avaient privatisé un carrefour à Tulsa, ou un truc comme ça, dans l'Oklahoma. Et il y avait le ring en fait au milieu de la rue avec les feux rouges autour et qui continuaient à passer rouge, vert. C'était vachement bien fait. Vachement bien fait. Ouais. Et ton pire boxeur? Mon pire boxeur. Putain, j'en ai déjà foutu plein la gueule à Conan. Qu'est-ce que je vais faire ouais, sinon je copie encore sur Boba et je dis White, mais c'est pas, je trouve pas la performance. Si je dirais bien Dylan White, mais parce que je trouve, mais c'est plus pour l'ensemble de ses performances récentes en fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression que moi quand j'ai écrit ma preview, déjà oui, j'étais rouillé, ça faisait 2 mois que j'avais pas écrit, du coup ça a été compliqué. Et du coup une performance, enfin bon bref. Ouais, je trouve que déjà quand tu regardes son combat, c'est contre Marius Var. Ouais, son dernier combat. Le mec à 40 balais là. Ouais. Où il gagne, mais tu voyais déjà les prémices de ce qui s'est passé contre Povetkin, où il mange des crochets gauche débiles contre Var. Est-ce que c'est pas un résumé de sa carrière Si, du talent, et finalement, il a un plafond de verre, quoi. T'as juste un plafond. Et puis un problème de. Je pense que juste il s'en fout un petit peu aussi. Je pense pas qu'il s'en fout, mais il y a un problème de je sais pas, de laxisme dans sa façon d'approcher sa carrière, je trouve, et certains combats. Sa prise de poids aussi, que je trouve un peu débile, alors que je trouve que c'était un bien meilleur poids lourd quand il était à 245 livres que quand il est à 260. Ok. Je vais partir. Alors, pour le pire boxeur, je vais encore être d'accord avec Younes. Et je vais partir sur Benavidez. Au-delà du fait qu'il n'ait pas été au poids, j'ai trouvé pitoyable les excuses qu'il a expliquées pour cette manquer d'avoir la pesée. En fait, il nous explique que
Et il a manqué la pesée parce que il était dans la bulle là à Las Vegas et qu'en fait à l'hôtel il pouvait pas s'entraîner et que il n'avait pas accès à tous les équipements qu'il a accès à d'habitude, c'est-à-dire le vélo, la course, le tapis de course, le sauna, aussi, voilà exactement, le spa et qu'il n'a pas pu perdre son poids à cause de ça. Ok, on a quand même rappelé aujourd'hui que Bob Arum avait organisé des combats 2 fois par semaine dans cette bulle-là. Il y a dû avoir, je sais pas, 200, 300 boxeurs qui sont passés par là. Il n'y en a pas qui ont manqué le poids. C'est pas normal que ce soit le seul qui manque le poids. Tout le monde a boxé dans ces conditions-là depuis la sortie du confinement. Tout le monde est en difficulté pour l'entraînement. Tout le monde est en difficulté. Je veux dire, on peut penser aux boxeurs québécois. Les boxeurs québécois, ils pouvaient même pas boxer. La boxe était interdite là-bas pendant super longtemps. En France, c'est la même chose. On a dû attendre le 15 juillet pour que juste on puisse remettre les gants. Ça a mis très longtemps. De trouver ça comme excuse de dire dans mon hôtel j'étais en galère, c'est trouve des solutions mon gars. C'est ça, enfin tu vois, c'est ça ton taf mon gars, trouve des solutions. T'as pas de spa, ferme les fenêtres, mets de l'eau chaude et démerde-toi quoi. Mets le chauffage à fond, t'attends 3 heures et puis ça te fait ton spa. Quand t'as dit c'est ton taf, t'as tout dit. Voilà. Et il y a plein de cols bleus de la boxe, d'ouvriers de la boxe qui ont réussi qui font le poids tous les week-ends. Exactement, qui font le poids tous les week-ends. Les mecs, ils sont appelés 10 jours avant, on leur dit « Est-ce que t'es prêt ?» Les mecs sont prêts. Et lui, qui a quand même la facilité d'être un grand nom de la boxe, n'arrive pas à être au poids. Je trouve ça vraiment compliqué. Et derrière, en tant que meilleur boxeur, je vais parler de Joshua Franco, qui a pris un titre à Moloney. C'était un bel upset. Joshua Franco, qui est un ami justement de Virgil Ortiz et de toute cette compagnie-là, des américano-mexicains autour de Virgil Ortiz avec les Garcia et compagnie. José Carlos Ramirez également, ils s'entraînent un petit peu tous ensemble. Et il a fait une belle upset, et c'était pour un titre mondial, donc félicitations à Joshua Franco, et je trouve que c'était un bel éclair de génie et de boxe. En tout cas de génie je sais pas, en tout cas de boxe, au milieu de cette tempête du confinement qui nous a privés de performances comme ça. On va terminer par un petit bilan. Qu'est-ce que vous avez à retenir, si je vous disais un point à retenir, un point positif et un point négatif à retenir de ce confinement-là et de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars? Lucas? À moi surtout qu'apparemment on n'a quand même pas eu de gros problèmes avec le Covid justement. Parce que reprendre aussitôt que juin, et l'UFC aussi, ils ont pris surtout aux États-Unis où l'épidémie n'est pas du tout au même stade. En France cet été, je veux dire, ça a passé le mois de mars-avril où on était confinés. C'était quand même un été pas normal, mais quand même relativement où on a pu sortir. Et moi, j'ai traversé la France cet été, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, la situation n'est pas du tout sous contrôle dans ce cas-là. Et apparemment, on n'a pas eu de. Ou alors, on le sait pas encore, mais visiblement, il n'y a pas eu de cluster. Ça n'a pas posé de problème. Je trouve que c'est vraiment le gros point positif à retenir, en plus du retour de la boxe et de quelques belles performances, même si le retour des grands combats, c'est vraiment cet automne, quoi. Baba? Ou un point négatif, Lucas, peut-être? Ouais, tout de suite. Négatif? Non, les combats, ils étaient pas ouf. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point négatif. Moi, mon Ça, point c'est un négatif, bon point c'est surtout négatif. que je me levais, je regardais la carte et je me dis, est-ce que j'ai envie de rester debout jusqu'à 4h du matin pour regarder ça, quoi. Alors que je sais, en regardant la carte, je vais te dire, lui, il va gagner. Navarrete, je te dis, j'ai vu la carte, j'ai regardé le palmarès du gars, j'ai fait KO round 6. Et KO round 6. Parce que, il va C'est pas pour rien qu'on t'appelle pour écrire des pronostics sur Bloody Elbow. Voilà. Et qu'on m'appelle pas moi. Baba, est-ce que tu nous parlais de tes pronostics pour Navarrete où tu avais pronostiqué l'adversaire? Non, dans ceux-là, ça va. C'est quand il y a des vrais gros combats que j'essaie à chaque fois un truc et que. Ça marche pas. Je veux voir la montagne. Parce que je veux paraître, tu vois, le génie. À un moment, ça marche. Hein. Du coup, un point positif. Qu'est-ce que tu retiens? Point positif, c'est les gars que les mecs comme Eddie Hearn ont réussi à faire, ou Bob Arum et tout. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose dans des conditions exécrables, comme l'a dit Lucas, aux States particulièrement en plus, où tout était en train de cramer et ils ne savaient pas trop comment se comporter. Enfin, c'était comme des Américains, quoi. Ils allaient manifester devant des mairies contre le Covid.
Donc, que dans ce marasme-là, les mecs, ils arrivent quand même à se débrouiller, à faire quelque chose pour nous proposer de la boxe, chapeau, rien à dire. Je trouve que ça a été fort et que c'est positif. Je m'attendais pas à avoir de boxe du tout, moi, avant la rentrée. Tu parles de pronostics, c'est ce que j'ai pronostiqué, moi. Personne ne fera rien avant septembre. Au final, les mecs, ils ont réussi à nous proposer de la boxe, donc c'est bien. Le chapeau, et j'élargis en sport de combat, l'UFC, le kick, etc., qui est autant de combats et si peu de positifs, c'est cool. Négatif, là je vais activer le mode fine bouche, mais justement, les mecs ils ont réussi à faire le premier pas de se dire on va organiser des combats, mais par contre ils ont décidé de toujours pas s'entendre, et même encore plus, il y en a d'accentuer encore leur discorde. Je pense à Eddie Hearn et Franco Warren par exemple. Voilà. Ou là où tu aurais pu te dire, bah vas-y. On a eu quand même le fait que peut-être c'était la première fois qu'ils se parlaient depuis 20 ans, un truc comme ça. Je suis derrière, là, et en fait, ils se sont parlé pour s'insulter. Voilà, pour s'insulter mieux. Ah non, mais c'est les familles maintenant que je t'ai, tu vois. Donc c'est dommage. Ça c'est dommage parce que ça aurait été l'occasion, on aurait pu se dire bon bah vas-y, on va essayer un tout petit peu d'enterrer la hache et pour les anciens, je suis le seul vieux autour de la table sûrement, mais faire un truc à la Brandy et Monica, tu vois. Vas-y, viens, on se déteste, mais viens, on fait un son ensemble. Bah, là, c'est pareil, tu vois. On se déteste, mais viens, on fait une carte ensemble. J'ai absolument pas compris la référence. Ouais, je sais, y'a que moi. Non, vous qui regardez, Brandy et Monica, The Boy Is Mine. Ouais, ça date, j'avais 17 ans, pour les personnes hier. Les personnes qui ont suivi la carrière de Platini. Je vais parler d'Unes qui a eu 12 ans, et demi, à peu près. Quoi. Ah ouais, j'étais pas. Oui, c'était en 2003. Ok, Younes. 2001, pardon. Moi, je rejoins totalement. J'aurais voulu. Je m'y attendais un peu à une alliance. C'est un peu compliqué à dire, mais bon, on aurait pu espérer quand même Top Rank, PBC, se dire allez, on n'a pas d'adversaire, nous on boxe, même si c'est pas le top du roster, de faire au moins des. Et puis au moins, même au niveau logistique, tu vois, ça aurait pu être pas mal. Ouais. Mais non, il n'y a rien eu. Chacun est allé de son côté avec ce qu'ils avaient. Chacun est allé de son côté avec ce qu'il avait. Et puis voilà, donc le matchmaking, du coup, il en a pâti. Et le point positif, l'adaptabilité, la rapidité aussi dont ça a été fait et sans danger. On n'a pas eu de bad buzz où ils ont organisé une soirée de boxe et au final ça a mal tourné, tout le monde a chopé le Covid. Ouais. C'est. Bon, j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus. Merci à tous les acteurs de la boxe qui nous ont permis d'avoir de la boxe pendant cette période-là, de manière safe pour toutes les personnes qui étaient impliquées, parce que dans un combat de boxe, il y a les deux boxeurs qui sont impliqués, mais tu as énormément de personnes autour, les cutman, les entraîneurs, les juges, les arbitres, et beaucoup de personnel en plus qui étaient présents pour faire les tests, je te mets le tube dans le nez, et tous les trucs comme ça. Toutes ces personnes-là ont pu et permettre aux boxeurs de s'exprimer et aux fans de boxe d'avoir de la boxe. Donc c'est vraiment un truc positif. Et ce que je vais retenir en plus de ça, c'est toutes les, comme tu disais Baba, l'adaptabilité qu'ils ont eue. Et en fait, l'ingéniosité et l'originalité des solutions qui ont été trouvées, que je trouve vachement intéressantes. On a parlé en début d'émission du cirque Borman à Paris. On peut pas faire de combat en intérieur, on te met un chapiteau en extérieur et puis voilà, tu fais dans un cirque. On en a parlé également, la carte à Tulsa, où tu étais au milieu de la rue. C'est un cadre qui est différent et qui nous permet d'avoir de la boxe dans un cadre différent. Le jardin d'Eddie Hearn, tous les trucs comme ça, je trouve que c'était vraiment des choses intéressantes. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir la carte de Brahim Asloum au Cap d'Agde, puisque en fait c'était aux arènes d'Agde. Donc ça aurait été encore un cadre pittoresque et intéressant, et ça aurait été vraiment sympa, que ce soit en termes d'image ou même pour les boxeurs d'expérience à vivre, puisque c'est aussi ça, hein, c'est une expérience de vivre de la boxe. Au niveau du point négatif, je pense que le point vraiment négatif, c'est que au-delà du fait que les promoteurs et les managers n'aient pas réussi à se mettre d'accord ou quoi que ce soit, il y a aussi eu une certaine réticence de certains boxeurs et de manque de compréhension de se dire, en fait, les codes ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que si j'étais payé, 3 millions avant pour boxer, je peux plus être payé 3 millions, parce que dans ces 3 millions-là, il y avait les $1000 que les gens payaient pour venir me voir boxer, c'est plus possible, parce que personne ne peut me voir boxer. Donc il n'y a plus d'entrée d'argent de ce côté-là, c'est compliqué pour le sport, on va faire un effort financièrement pour pouvoir faire les combats, et certains boxeurs ont manqué de ça, et on continuait à avoir les mêmes demandes, et juste c'est pas possible. C'est pas que c'est des promoteurs véreux, c'est juste que les mecs à un moment ils ont une balance économique pour leur événement, les entrées d'argent baissent, forcément les sorties d'argent doivent baisser aussi, et
les sorties d'argent les premières à baisser, c'est les salaires des boxeurs. Donc c'est ce petit manque-là, je trouve, de maturité dans la vision de la carrière que j'ai trouvé dommage sur cette période-là. Je suis pas trop d'accord, moi. Ah ouais? Si, je vois de ça argument. Je pense pas que ce soit un manque de maturité. Moi, je pense que si t'es habitué à être payé 3 millions et que tu peux te permettre de pas boxer parce que t'es payé 3 millions la dernière fois et que t'as décidé que ton tarif c'est 3 millions, et c'est ton choix. C'est ton choix, mais il y a en fait une démarche de dire de réclamer 3 millions. En fait, dis-le clairement en fait. Dis-le, moi je veux pas boxer pour moi, donc je me retire. Voilà, mais de dire ils sont en train de me dépouiller, ils me proposent des combats qui sont pas à ma valeur. C'est pas que c'est pas à ta valeur, mon gars, c'est juste qu'il y a pas d'argent. Tu vois? C'est cette manière de tourner le truc que je trouve après, est-ce mauvaise. que tu le penses ou est-ce que t'es un peu obligé de Après, te communiquer comme ça voilà. pour tes réseaux sociaux et du théâtre, peut-être. Mais je pense que sur le principe de base, si le gars il est habitué à être payé 3 millions et que J'ai aucun problème avec ça. 1,5 million, Bien sûr. Non, si tu peux t'asseoir et ne pas boxer. Si tu peux Voilà. t'asseoir et ne pas boxer, tu bosses pas parce que tu sur dois le principe, t'as raison. Mais voilà, moi j'ai pas. Ouais, je suis d'accord avec Shakib. Ryan Garcia, ce qu'il fait pour moi, je vais pas dire indécent. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Mais pour prendre l'exemple le plus médiatique, ouais, tu veux pas boxer, tu fermes ta bouche. Alors. Voilà. Tu dis voilà, je boxe Tu dis, pas. voilà, c'est je tout. boxe pas, les situations sont pas réunies. Mais Tu en fais fait, tes tu as vidéos. une manière de, pour certains boxeurs, de retourner la situation en faisant comme si c'était la faute des promoteurs. Ouais. Et de dire le promoteur peut pas me payer. Mais le promoteur, l'argent, il sort. Enfin, tu vois, il tombe pas de ses arbres. Il a pas un jardin avec des arbres qui font de l'argent. L'argent vient des fonds qui sont financés et qui sont générés par l'événement. C'est plus compliqué en ce moment de générer des fonds. En plus, les dépenses sont plus grandes parce que tous les trucs de santé et d'avoir, enfin, tu vois, les mecs qui te font des tests à l'entrée, à la sortie, etc. Il faut les payer ces mecs-là. Donc, il y a plus de dépenses. Soit tu acceptes de boxer dans ces conditions-là. Et c'est très bien, soit tu refuses de boxer dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème, tu peux même refuser en disant que c'est trop compliqué en ce moment, que tu as peur de participer à la reprise du Covid ou tout ce que tu veux, mais de dire c'est la faute des promoteurs véreux qui m'empêchent d'avoir mon salaire, ils sont méchants avec moi, blablabla, je trouve ça de mauvaise langue et pas équitable pour tous ces promoteurs-là, qui sont là aussi pour leurs bénéfices, mais tous ces promoteurs-là qui ont travaillé pendant toute la période du Covid pour nous fournir des combats. Ça reste des patrons. Voilà. Pas de politique ici, Lucas. Pas de politique. Et on va y aller tout de suite, mais Et tout ce qu'on dit, c'est pas valable pour l'UFC aussi. tout ce qu'on dit, c'est pas valable pour l'UFC. Ah bah. Exactement. que, Tu veux pas boxer pour 2000 €? c'est 10 000 à l'UFC. Non, mais parce que dans ce moment-là, on parle des salaires en kick. Hein, Ouais, voilà. Des gens autour de cette table qui vont boxer pour 150 €. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour cette émission-là qui a été longue et intéressante. Et encore une fois, je rappelle à toutes les personnes qui ont suivi cette émission-là qu'elle sera disponible de manière régulière tous les premiers samedis du mois à midi. On va essayer de s'y tenir. J'espère qu'on va réussir à s'y tenir. Avec à chaque fois un sujet différent. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel sujet vous voulez qu'on aborde. Ça peut être très intéressant. Nous, on est ouvert à tout. Et on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas encore une fois à nous donner votre avis dans les commentaires, à nous laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo-là, parce que on a pas mal de monde qui s'est déplacé pour ça, donc faut donner-leur la reconnaissance nécessaire. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo déjà le lien vers notre site internet si vous voulez un petit peu voir le travail de Younes, et également le lien vers les podcasts, les différents podcasts qui sont disponibles sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple Music. Au bord du ring, si vous êtes friand d'émissions longues, parce que là, on a fait quoi? On a fait même pas 2 heures, c'est petit. d'émissions Par rapport longues au standard. et qui parlent de un petit peu tous les sujets de bagarre, quel que soit le thème et le sport, puisqu'en fait on parle même, la dernière fois on avait parlé de Letway, qui est un sport birman où ils se mettent des coups de tête et un petit peu tout. Ils ont pas de Ils ont plus ou moins pas de règles, c'est un peu la bagarre. Ils n'ont pas de gants non plus. Et ils ont des temps morts pour récupérer des KO, c'est un peu particulier. Ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté, c'est vrai. Enfin, ils ont pas arrêté, non, les traditionnels ils continuent, mais la grosse organisation, c'est le combat, là, Voilà, c'est ça. le World Heavyweight Championship. Là, Ils ont arrêté ça. Ils
ils ont arrêté les temps morts. Et ils mettent des décisions maintenant, parce qu'à la base, en fait, tu Ok. pouvais gagner que par KO. Ok. C'était 5 rounds, et si à la fin, il n'y avait pas de KO, c'était match nul automatique. Du coup, ils ont mis des décisions, et ils ont enlevé les temps morts de 2 minutes pour réveiller un mec qui était KO, parce que c'est pas... C'est un petit peu bizarre. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter les excellents podcasts de Baba et Lucas. Et nous, on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission. Le sujet, on va parler un petit peu international et comment se porte la boxe à l'international et comment s'insère la France dans cette boxe à l'international. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.